La présentation va s'organiser autour de 5 grandes thématiques. Donc, nous vous proposerons éventuellement de prendre la parole ou de poser vos questions spécifiquement autour de chacun des thèmes après que la table ronde se soit exprimée sur le sujet. Ça peut paraître un peu compliqué, mais ça va vous apparaître évident au fur et à mesure du déroulement de la présentation. Donc, je suis moi-même administratrice de la FCI et je suis très heureuse aujourd'hui, donc Isabelle Rère, d'accueillir mes invités que je vais laisser se présenter. Aurélie. Oui, merci beaucoup Isabelle. Donc, moi, je suis Aurélie Duputer. Je suis professeure des universités à l'Institut Millicom Business School et cofondatrice et co-animatrice de l'Observatoire du New Normal au travail qui étudie les transformations des modes de travail au sein des organisations. Bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Xavier Bureau, je suis le président de la société Calliope. J'ai contribué à l'étude de l'Observatoire sous Calliope, une société de services numériques. Porte une attention particulière à la mise en place de l'entreprise et à son suivi dans la durée. On pourra parler de ça aujourd'hui. Je suis Florence Lamac, professeure des universités à l'IAE de Poitiers, l'Institut d'administration des entreprises, et je suis l'autre cofondatrice et directrice de l'Observatoire du New Normal au travail. Voilà, alors je vais laisser, on va chacun présenter les éléments qui nous amènent à être aujourd'hui autour de cette table. Donc je vais commencer par l'Observatoire du travail hybride et augmenté. Donc c'est un observatoire qui a été lancé en 2022 au sortir du Covid. L'objectif pour nous, c'était vraiment de chercher à capter les signaux qui portent le changement dans les organisations, parce qu'on anticipait vraiment que cette transformation c'est pas la peine. accélérait significativement avec le développement du travail à distance. Donc l'étude que nous restituons aujourd'hui porte sur 157 réponses pour le compte de 473 entreprises, ce qui représente à peu près 6 millions de collaborateurs. On va voir qu'il y a quand même un pourcentage important d'entreprises de grande taille qui ont répondu pour un terrain qui s'est tenu du 1er février au 15 avril. Et en complément, on a effectivement eu une douzaine d'entretiens auprès d'enseignants-chercheurs, de dirigeants, de DRH, qui viennent densifier un peu les résultats de cette étude, dont vous pouvez bien sûr profiter en récupérant le lien sur le slide qui s'affiche là. Peut-être laisser Aurélie et Florence présenter l'Observatoire du New Normal. Merci Isabelle. Alors l'Observatoire du New Normal au travail a été créé aussi à la sortie de la période Covid-19. Nous avions commencé des travaux de recherche avec Aurélie dans une autre institution et cet observatoire a vu le jour en janvier 2022 et puis donc nous avons intégré Fanny Gibert dans l'observatoire et toutes les trois, donc nous essayons à travers des modalités d'études longitudinales, c'est-à-dire que nous suivons un thème des années et nous conservons le même groupe d'experts qui s'expriment donc sur les transformations des organisations et des modes de travail au fil du temps. Et donc notre objectif, c'est d'accompagner en priorité évidemment, mais aussi l'ensemble des acteurs et des managers des entreprises, en essayant d'apporter des clés de compréhension et des recommandations aussi pour faire face à cette transformation des modes de travail et des transformations aussi du management de ces modes de travail et des salariés. Alors, pour en dire davantage, on vous invite à visiter notre site. Voilà, le site observatoire-nnp.com. Donc, allez sur le site et vous verrez notamment nos publications. Donc, chaque année, nous publions un livre blanc. C'est le 3e livre blanc qui fait l'état de nos travaux pendant l'année. Xavier. Est-ce que tu peux nous parler de Calliope? Calliope, tout à fait.
Donc, la mission de Calliope, c'est d'aider les entreprises à se transformer, à opérer leur transformation digitale. Donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit et développe des produits digitaux au service de la relation client, donc ça peut être des sites e-commerce, transactionnels, des sites de marque, des sites institutionnels. On travaille aussi bien pour les grands comptes, les entreprises du CAC 40, les services de l'État, et puis aussi des ET. Voilà. Du développement web et mobile, du DevOps, de la data, de l'AI, dans une démarche souvent aussi d'éco-conception. Donc, Calliope, c'est 140 collaborateurs distribués un petit peu dans toute l'Europe, mais principalement à Montpellier, à Paris, et on a une trentaine de collaborateurs qui sont à Gdansk, en Pologne, et on a à peu près 20-25 personnes qui travaillent en remote en France, on a aussi de personnes en Espagne en Grande-Bretagne. Donc, ce travail en mode distribué est largement porté dans l'entreprise. Et on travaille aussi bien en mode projet qu'en mode digital factory, c'est-à-dire qu'on prend la responsabilité, on porte la responsabilité des projets pour nos clients, à l'inverse d'un mode rigide d'assistance. Bien, merci beaucoup Xavier. Et donc, vous allez comprendre comment ce travail hybride il est décliné chez Calliope. Et comme il y a des usages avancés, particulièrement avancés, je pensais que c'était une très belle illustration pour notre thématique du jour. Voilà. Donc, je vous propose juste quelques chiffres, hein, parce que c'est toujours intéressant de se poser la question de savoir qui a répondu à cet observatoire. Donc, on a 55% d'entreprises qui appartiennent au secteur du service, 20% au secteur de l'industrie et 25% au secteur public. Donc, il y a évidemment une surreprésentation du secteur des services par rapport à l'économie en règle générale. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir connaissance de ces profils. On a 12% de top managers qui ont répondu et on a 45% de managers intermédiaires, ce qui nous donne donc une majorité de managers, 57%, la complémentaire étant assurée en termes de réponse par des chefs de projet et des collaborateurs. Et enfin, dernier point, en termes de taille d'entreprise répondante, c'est intéressant de noter qu'on a un tiers de TPE ou PME, presque un tiers de TI et un gros tiers de grandes entreprises. Donc, vous voyez, il y a un équilibre assez fortement respecté entre ces trois grandes familles, même si là encore, ça ne correspond pas à la représentation de l'économie française. Et donc, comme je vous le disais en préambule, on a beaucoup de grosses structures qui ont répondu à cette étude et qui nous permettent d'obtenir des résultats qui nous permettent de faire des tri croisés et de donner des orientations en fonction du secteur et de la taille de l'entreprise dans l'étude détaillée que vous pourrez consulter si vous le souhaitez. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer la première thématique, donc la première des 5, et donc qui est finalement un enseignement premier que nous avons retiré de cette étude et qui n'est pas de retour en arrière pour ce qui est du télétravail. Alors, en 2022, quand on avait fait cette étude, on avait déjà indiqué no way back, on avait la conviction profonde que cette transformation digitale, si on avance sur le slide suivant, elle allait vraiment s'inscrire dans la durée. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la pratique du télétravail se confirme et qu'elle a même augmenté, puisque contrairement à ce qu'on a entendu dire et ce qu'on a lu pas mal, il y a plutôt plus de télétravail en 2024 qu'il y en avait en 2022. Notez notamment une progression importante des gens qui télétravaillent à raison de un jour par semaine. En tout cas, c'est là que le mouvement d'augmentation est le plus significatif, ce qui nous amène donc, comme vous pouvez le voir, à une croissance des personnes qui télétravaillent plus qu'au préalable. Alors, on a aussi évidemment toujours des gens qui ne télétravaillent pas, et ceux-là, ils sont majoritairement identifiés dans le secteur public.
Ce qu'il faut également noter ici, c'est qu'on a quand même un échantillon de télétravail, de personnes qui télétravaillent qui est très important, puisqu'il tangente les 70%, alors que dans l'économie française, globalement, on a plutôt 40% d'emplois qui sont télétravaillés. Mais donc là aussi, ça montre que nous, dans notre base de répondants, on a un prisme assez orienté vers des grandes structures. On peut aussi en profiter d'ailleurs pour parler de cette journée, de cette semaine de 4 jours qui semble aussi commencer à se dessiner au travers de tests qui sont notamment réalisés dans le secteur public et qui, pour nous, peut-être une façon de compenser de compenser les conditions du travail pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Il y a sans doute d'autres raisons, mais en tout cas, c'est une thématique qu'on voit s'esquisser. Alors, j'ai encore un schéma sur lequel je voudrais apporter quelques commentaires, hein, et puis après ça, on viendra écouter à la fois Aurélie, Florence et Xavier sur leur perception de cette thématique du télétravail. Donc ici, en fait, la question, c'était vraiment quels sont pour vous les principaux bénéfices du travail hybride aujourd'hui. Et donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que l'urgence du maintien de l'activité en situation de crise, elle s'est estompée, certes, mais la continuité du service doit être maintenue, quel que soit le cadre. Et on peut imaginer que, voilà, chat échaudé craint l'eau froide. Ces situations de crise, elles peuvent intervenir à tout moment. C'est pas nécessairement une crise sanitaire. Il peut y avoir des contextes climatiques, il peut y avoir des contextes liés au transport, notamment dans les métropoles, qui peuvent bloquer les accès aux bureaux. Il y a les Jeux Olympiques, qui est une autre bonne illustration de comment on est obligé de travailler à distance. Et donc, pour nous, on n'est pas surpris de voir que cette priorité, au travers de cet équipement technologique, qui rend le travail hybride possible, elle est essentielle. Donc, évidemment, le travail hybride est un élément important pour améliorer l'attractivité de l'organisation. Ça, c'est aussi un sujet qu'on aura l'occasion de revoir, notamment en lien avec l'onboarding. Et c'est un point qui est plus souvent pris en compte dans les grosses structures que dans les petites, parce qu'on peut assez bien imaginer que dans les entreprises de petite taille, la souplesse et la flexibilité du travail est plus facilement mise en place. Alors, si on se tourne vers Aurélie, Florence, Xavier, évidemment, on est très intéressé de vous écouter pour savoir qu'est-ce que nous dit l'Observatoire du New Normal au travail en termes précisément de télétravail. Alors sur ce point, un complément que je peux apporter par rapport aux éléments que tu soulignais, c'est que pour nous ne travaillons pas exactement de la même manière, c'est-à-dire que nous travaillons avec des personnes qui témoignent de leur vécu et de la façon dont ils vivent le travail. Donc la collecte de données est beaucoup plus qualitative, moins quantitative, hein. Et ce que l'on voit cette année particulièrement, c'est que eh bien, le télétravail est toujours extrêmement mal géré dans les organisations. C'est-à-dire que, comme en 2023, il y a énormément de difficultés à faire revenir les personnes en situation de travail sur site, y compris certains managers qui ont beaucoup de mal à revenir sur site, donc ce qui n'incite pas évidemment les salariés à revenir sur site. Et on constate aussi ce dont témoignent les experts, c'est que dans un climat social qui parfois peut être tendu, eh bien certains salariés vont soit négocier du télétravail pour pouvoir éviter le travail ou bien finalement utiliser le télétravail pour se désengager progressivement de l'activité avec le fameux phénomène des tracances, des vacances travaillées. Voilà. Donc on a globalement
le ressenti qui est exprimé par les managers avec qui nous travaillons dans différentes entreprises, c'est quand même le sentiment que tout ça est assez mal géré. Mais je pense que tu peux compléter par rapport à ce que j'évoque. Oui, en effet. Donc, ce qui nous a aussi marqué, c'est que le cadre n'est pas clair. Ouais. Je dirais probablement un problème de cadrage. Alors, c'est-à-dire qu'il y aurait un décalage entre la pratique réelle de travail et puis les directives de la direction générale et même le cadre réglementaire lui-même. Alors, il faut dire que nous sommes en 2024. Donc, les premiers accords sur le télétravail ont été négociés au sortir de la crise sanitaire, donc dès 2020, début 2021. Donc, un accord, ça dure 3 ans. En 2024, on renégocie, ce qui introduit une instabilité. Voilà, ce qui a introduit finalement des possibilités de faire évoluer la première génération d'accords oubliés, l'accord. Donc ça, c'est un élément qui semble intéressant. Et puis les JO, dont tu as parlé, Isabelle, évidemment, qui symbolisent une sorte de reconfinement. Pourquoi pas? Donc ça veut dire que tous les efforts qui ont été déployés par les entreprises pour faire revenir les gens sur site, eh bien, risquent d'être pas réduits à néant, mais en tout cas, les entreprises seront pénalisées si on demande à nouveau aux salariés de rester chez eux. Et c'est ce que fait le gouvernement, donc ce qui pose un certain nombre de questions et de positionnement des entreprises vis-à-vis de l'environnement et des contraintes posées par l'environnement. Justement, Xavier, chez Calliope, comment ça se passe le télétravail? Alors, justement, nous, on s'est rendu compte qu'au sortir du Covid, en début d'année 2023, que notre charte de télétravail, elle avait été construite dans un cadre de distanciation sociale lié à des conditions de Covid qui n'étaient plus là. Et donc, il y avait besoin de complètement refonder cette charte-là, en sachant que les collaborateurs appréciaient de faire du télétravail et qu'on ne souhaitait pas revenir en arrière. Donc, en fait, on a lancé un travail collaboratif avec l'ensemble des équipes, à la fois sur une enquête anonyme quantitative, et puis on a également réalisé des ateliers collaboratifs avec un groupe de collaborateurs pour réécrire une charte de télétravail, avec pour objectif double, qui était de se dire qu'à la fois on voulait gagner en qualité de vie pour les collaborateurs, mais que l'entreprise aussi devait en tirer parti. Et ce qu'on s'était rendu compte, c'est qu'il y avait quand même un fil conducteur à tout cela, c'est que le lien social est extrêmement important. Autant l'ancienne charte permettait d'organiser la distanciation sociale, autant notre nouvelle devait justement recréer du lien. Et donc on a une nouvelle charte de télétravail qui est en place depuis 1 an, qui apporte beaucoup plus de flexibilité, au sens où aujourd'hui il y a 1 jour de présentiel qui est requis pour les collaborateurs, donc 4 jours de télétravail. On a revu également la manière dont le retour au travail s'organisait, au sens où on voulait combattre des choses complètement absurdes où les gens devenaient à des journées fixes et se dépassaient pour se retrouver tout seul en open space sans voir leur équipe, des choses qui n'avaient vraiment pas de sens. Donc on a travaillé autour de la création de liens, et donc ce sont les managers eux-mêmes qui organisent ce retour au travail par équipe, de manière à ce que les gens puissent se voir de manière fréquente. Donc il y a 2 lundis par mois qui sont obligatoires, mais sinon c'est 1 jour par semaine qui est flottant un peu comme on le souhaite. Et les managers ont pour mission, et on les accompagne, d'organiser du lien. Donc ça peut être faire venir tout le monde pour faire un déjeuner, pour faire une réunion, mais c'est aussi d'autres moments de lien social, des petits déjeuners, des déjeuners. On a des activités, chaque manager a un budget pour animer son équipe pendant l'année. Et donc de manière micro, chaque équipe gère ce lien-là. Ce lien social, il est extrêmement important parce que ce qu'on a constaté pendant les mois Covid, c'était que en fait, la distanciation sociale, mais aussi une distanciation par rapport à l'entreprise et à l'équipe, et qu'on avait perdu des collaborateurs là-dessus. Donc on a augmenté le nombre de jours de télétravail, mais on a renforcé le lien pour donner de la pertinence au retour en présentiel. Très bien, merci pour ce témoignage, Xavier. Alors justement, pour apporter un peu d'illustration à cette problématique, nous, on a identifié une deuxième thématique qui est complètement convergente avec ce que tu évoques, sauf que nos répondants ne nous donnent pas nécessairement la confirmation que ces sujets sont correctement adressés. Donc si on va sur cette deuxième thématique, en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment des défis en matière de travail hybride qui sont liés à la collaboration et à l'onboarding. Donc,
je vous partage un graphique sur cette thématique. On posait vraiment la question à nos répondants, quels sont les principaux risques en fait de ce télétravail. Et donc le premier point évidemment qui arrive, c'est celui de la perte de la cohésion d'équipe, suivi de la limite des interactions spontanées, cette fameuse sérendipité, cette fameuse possibilité de rencontrer quelqu'un dans un couloir avec qui on va commencer d'échanger sur une thématique qu'on n'aurait jamais abordée autrement. Et puis aussi cette préoccupation de la difficulté de l'intégration des nouveaux arrivants. On entend régulièrement les entreprises nous dire, mais par exemple dans les alternants dans les entreprises, il est hors de question de les mettre en télétravail. Ils ont vraiment besoin de s'immerger dans le contexte professionnel, de capter l'ADN et la culture de l'entreprise pour ensuite pouvoir faire lien et être d'une part identifiés, parce qu'à partir du moment où ils sont à distance, ça pose vraiment question. J'étais d'ailleurs, à titre anecdotique, il y a 3 jours, très surprise de recevoir un mail d'une structure qui a décidé de proposer des prestations d'alternants full remote. Voilà. Et donc là, on se pose vraiment la question de savoir comment ça va fonctionner. Point d'éclairage complémentaire, nous, ça peut sembler une évidence, mais les gens qui télétravaillent et les gens qui ne télétravaillent pas ne perçoivent pas les risques de la même manière. C'est vraiment 2 visions du monde qui s'opposent, même s'il y a quand même dans les entreprises où il y a des gens qui télétravaillent et des gens qui ne télétravaillent pas, c'est toujours possible, aggrave le hiatus entre ceux qui sont effectivement, qui ont la possibilité de travailler à distance et ceux qui sont coincés, si je puis dire, sur place. Donc, on a vraiment pour nous un sujet autour de ce collectif qui ne se transpose pas encore de manière optimale dans la réalité de l'entreprise, sauf évidemment exception. Alors justement, en lien avec ce sujet du travail en équipe et d'onboarding, qu'est-ce que tu peux nous dire, Xavier, de la façon dont vous procédez pour accueillir vos équipes et de la façon dont vous travaillez collectivement? Alors, pour réagir sur l'anecdote des alternants en remote, c'est clair que ça ne peut pas fonctionner. Je suis intimement convaincu. Pendant le Covid, les personnes en stage, en alternance ont eu de grosses difficultés. Donc, toutes les personnes qui commencent chez nous, qu'elles soient alternantes ou seniors, ont une période de minimum de 3 mois où elles viennent à minimum 4 jours par semaine en entreprise. Ça, c'est une certitude que ça va passer par cela. Et de manière générale, notre charte de télétravail inclut de la flexibilité au sens où si pour une personne en particulier ou pour un projet en particulier, on devait modifier ce rythme-là, notre charte le permet. Donc, effectivement, on essaye d'onboarder le mieux possible nos collaborateurs. Donc, ça commence par pas mal de choses, hein, mais toutes les personnes qui arrivent le premier jour viennent et toute leur équipe sera présente ce jour-là. Il y aura un déjeuner d'équipe qui va être organisé. Les 2 premières semaines sont consacrées à la découverte de l'entreprise. Et donc, chaque personne va faire un peu le tour des différents métiers de la chaîne de valeur de Calliope, venir rencontrer les gens, comprendre le métier en profondeur. Parfois, il y a un tuteur qui peut être aussi associé. On a chaque mois un apéro d'équipe sur une de nos terrasses qui s'appelle l'apéro Hello Goodbye, qui me permet d'accueillir les nouveaux et de dire au revoir à ceux qui nous quittent. Donc il y a cet élément-là. Et puis moi je prends le temps de faire un café visio, au moins avec toutes les personnes de l'entreprise, qu'elles soient alternants ou seniors, par petits groupes de 2 ou de 3. Donc j'aurais rencontré tout le monde individuellement de manière qualitative. Ça c'est un point d'étape qui est extrêmement important. Il y a un suivi pendant la période d'essai qui est beaucoup plus soutenu pour les nouveaux arrivants. Et puis, on a constitué dans la durée un kit du travail hybride qu'on remet à tout le monde avec un certain nombre de bonnes pratiques, de bon sens, de gestion du temps, d'usage des outils, pour indiquer notamment un outil qui ne va pas dire sur quel site on se trouve, est-ce qu'on a besoin d'une place de parking, voilà, pour dire un peu à tout le monde où est-ce qu'on va se trouver. Donc on a un kit qui a pour vocation d'accompagner tout le monde. Un kit qui a
une version pour les managers, pour aider les managers Mais c'est fou, ça. manager. D'accord. Il me semble que tu avais aussi, quand on a fait cet échange, donné des informations autour d'un baromètre. Hein. Alors effectivement, on a ce qu'on appelle le Moral Index qu'on envoie chaque mois à tous les collaborateurs et qui nous permet de poser un petit peu un état des lieux de comment ça va. Donc sur une échelle de 1 à 10, ils nous disent comment ça va en télétravail, est-ce que chez eux ça se passe mieux ou moins bien. Et anonymement, ils ont la possibilité de remonter quelque chose qui n'irait pas. Et donc ça nous permet d'avoir un moral index qu'on suit dans la durée, avec la nécessité de regarder les choses avec un maximum de recul. Mais voilà, on a une moyenne de 8 sur 10 là depuis 1 an qui a progressé depuis qu'on a mis en place cette nouvelle charte. Voilà, donc c'est quelque chose c'est un indicateur qui donne la possibilité au collaborateur de dire où ça va pas, si c'était le cas. Bien évidemment, on est une société de service, donc on pose aussi la question à nos clients, parce qu'on veut s'assurer que la qualité de service est là. Et puis aujourd'hui, nos chiffres nous montrent que d'un point de vue de la performance, la productivité, on a plutôt de bons résultats, mais il faut reconnaître que c'est pas toujours évident de le mesurer de manière extrêmement précise. Et alors, l'Observatoire du normal au travail, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce sujet, justement, du travail en équipe, de l'onboarding? Le point que tu soulevais, c'est-à-dire que la question du travail en équipe et du lien au collectif, finalement, elle est particulièrement importante au regard de l'enquête qu'on a menée, de l'étude, parce que finalement, on a eu un glissement très fort qui s'est vraiment marqué cette année. En 2023, les préoccupations des personnes, enfin des collaborateurs, étaient sur comment est-ce que on peut travailler, c'est-à-dire sur les modalités justement du travail, notamment du travail hybride. Et alors cette année, on a été très frappés parce que l'enquête montre que la préoccupation n'est plus du tout celle-ci. La préoccupation est de savoir pourquoi travailler en entreprise. C'est-à-dire que l'idée, c'est finalement que ça n'a plus grand sens de travailler en entreprise, qu'on pourrait aller sur d'autres modalités de travail parce que le collectif n'existe plus et n'a plus vraiment d'intérêt. Donc ça, c'est très frappant et on le voit aussi dans les témoignages qu'on a collectés avec des conflits qui émergent, qui sont de plus en plus remontés entre des générations d'arrivement dans l'entreprise. Alors c'est pas forcément lié à l'âge de la personne en elle-même, c'est des personnes là, et puis d'autres qui arrivent, qui peuvent avoir le même âge, mais qui ne comprennent pas forcément le fonctionnement de l'organisation. Donc tout ça donne le sentiment que finalement, comme la pratique de travail n'a pas été pensée, en tout cas pas dans la majorité des entreprises, pas comme ce dont toi tu témoignes, eh bien on a une espèce de mal-être très profond et de non-sens qui est remonté par l'enquête qu'on a menée. L'autre élément qui est important aussi, c'est qu'il y a eu aussi un certain nombre de paradoxes qui ont émergé dans les entreprises, notamment la réduction des locaux. Mine de rien, ça a eu un impact parce que les entreprises ont profité du travail hybride pour réduire les locaux. À ce moment-là, organiser les retours sur site devient beaucoup plus compliqué parce que c'est vrai qu'il y a des moments où il n'y a personne, mais quand on organise, comme tu le fais, par exemple, un jour sur site, il y a tout le monde et là, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, c'est très compliqué. Quel sens ça peut avoir pour un salarié? Est-ce que j'ai ma place? Voilà, on a fait des très jolis espaces, mais les gens se sentent plus vraiment finalement sur place, quoi. Voilà, donc c'est compliqué pour beaucoup de collaborateurs. Patricia, je crois qu'on a quelques questions dans le chat. Est-ce que tu peux nous les partager? Oui, alors on a Christian Kofi connecté depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, qui voudrait savoir si on dispose des données sur les entreprises publiques spécifiquement. Donc là, je pense qu'il parle de l'observatoire. Alors oui, absolument. Enfin, spécifiquement, c'est-à-dire qu'on peut donner des indications au travers des tri croisés,
pour indiquer quelle est la maturité digitale et comment le travail s'hybride ou ne s'hybride pas quand on est dans le secteur public. Oui, ce sont des données globalement qui sont disponibles. Et il demande aussi comment régler la problématique des services publics dont la présence est indispensable dans la fourniture des documents administratifs. Numérisation, le digital, je pense que Xavier va me comprendre. Merci. Je pense qu'en tout cas en France, on voit que la numérisation se développe à marche forcée. Il faut maintenant, c'est impératif de faire sa déclaration d'impôt en ligne, ou si on ne le fait pas, on bénéficie pas de conditions aussi favorables. C'est-à-dire qu'il faut déclarer plus tôt, et puis enfin rien n'est facilité. Il faut récupérer les formulaires, etc. Et je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire de numériser absolument l'intégralité de la documentation, effectivement. C'est un peu plus simple, hein, malgré les discours du gouvernement. Oui, je pense qu'il y a une chose sur la question qui est posée, elle est très pertinente aussi parce que il ne faut pas imaginer que le travail ne va se faire que en dématérialisé. Et la question sous-jacente, c'est la question aussi de savoir comment gérer la présence indispensable sur les sites. Alors, en France, on a globalement une population qui se forme aux technologies, mais on a quand même des très grosses fractures et on a quand même des personnes qui ne sont pas du tout capables d'utiliser des outils dématérialisés. Donc, au niveau des services publics, il y a quand même un accompagnement qui est fait pour ces personnes de façon à éviter l'électronisme, qui est un vrai sujet en France. Et je pense que dans les pays en voie de développement, ce sujet est très important et on ne peut pas passer d'un seul coup à la numérisation de l'ensemble des documents administratifs parce que il y a aussi une question de formation à la technologie. C'est pas uniquement la capacité à y accéder, c'est la capacité à l'utiliser et qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. C'est un très très lourd travail. Patricia, est-ce que tu as d'autres? Oui, il reste une question sur alors Claire Muller qui serait intéressée pour en savoir plus sur le guide de bonne pratique qui a été évoqué par Xavier Bureau, ainsi que sur le Moral Index. Elle demande si c'est un indicateur qui est suivi plutôt par la RH ou par la communication et si c'est un questionnaire anonyme. Alors, pour répondre sur le Moral Index, il est surtout suivi par moi en particulier, mais je pense que ça concerne toute l'entreprise, puisque en fait, on la restitue après aux collaborateurs chaque mois, on leur dit ce qu'ils nous ont dit. Et donc, c'est quelque chose qui est transversé, animé par les RH, absolument, et c'est complètement anonyme. Voilà. Et en ce qui concerne le guide du télétravail, oui, je pourrais tout à fait le partager post-réunion, c'est quelque chose qui est surtout très empirique, puisque c'est un document qui est vivant et qui a été constitué au fur et à mesure qu'on s'est frotté au télétravail pendant le Covid et après, du recul qu'on en a pris. Et surtout, c'est un guide qui accompagne dans la prise en main des outils qu'on utilise aujourd'hui pour le télétravail. Ça, je pense que c'est ce que j'ai abordé un petit peu plus loin aujourd'hui, mais qui est fondamental de à la fois mêler usage d'outils, mais aussi bonne pratique en termes de méthode, de comportement, à la fois des managers et des collaborateurs. Oui, alors ça fait une parfaite transition avec le sujet suivant. Ce point sur les conditions techniques du travail hybride, qui, elles, on peut tout à fait le déclarer, sont tout à fait en place. Et ensuite, à voir effectivement si les usages sont au rendez-vous, parce que c'est une chose d'être équipé, c'en est une autre de savoir se servir des outils. Et donc, on pourra revenir sur ce point. Donc, le premier élément que je souhaitais partager avec vous, c'est la réponse à cette question de nos répondants qui se considèrent globalement plutôt satisfaits des conditions dans lesquelles le travail en mode hybride est proposé ou est offert. Donc, on a un niveau de réponse qui est comparable
en termes de réponse positive à celui de l'édition 2022, puisqu'on a 83% de nos répondants qui se déclarent partiellement ou totalement satisfaits des conditions qui leur sont offertes pour travailler de manière hybride. On peut noter toutefois un glissement de 7% des gens qui étaient tout à fait satisfaits vers ceux qui sont en partie satisfaits. Alors, on explique ça de deux façons. D'une part, parce que il y a 2 ans, il y avait une reconnaissance immense qui était faite à l'endroit de la technologie, parce que c'est grâce à elle qu'une grande partie du travail était possible. Alors que si cette technologie n'avait pas été disponible, eh bien, beaucoup de choses se seraient simplement arrêtées. Et puis, on note aussi que peut-être on a essuyé un peu les plâtres. Maintenant, on s'est rendu compte des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien, et qu'il y a aussi peut-être un niveau d'exigence qui a augmenté et qui explique ce glissement vers un enthousiasme peut-être un tout petit peu moins engagé qu'on avait vu en 2022. Voilà, à noter en tout cas que on a toujours 17% de répondants qui se disent peu ou pas du tout satisfaits. Et globalement, les gens qui ne sont pas satisfaits, d'ailleurs, sont souvent des personnes qui sont dans le secteur public. Voilà ce qu'on peut dire sur cette réponse, donc un peu barométrique. Donc ensuite, on a souhaité identifier quelles étaient les solutions digitales qui étaient proposées en entreprise. Et donc là, vous voyez, en raison du caractère indispensable pour le travail à distance, on retrouve le même trio de tête que celui qu'on avait observé en 2022. Donc c'est d'abord les visioconférences, suivies des espaces collaboratifs et puis des outils de coédition et de partage documentaire qui sont mis en avant. Alors je devrais dire que ce sont, comme on a les 2 derniers sont ex aequo, on peut ensuite rajouter dans la liste du podium l'intranet, qui arrive quand même qui arrive juste après, parce que il reste une plateforme essentielle au travers de laquelle on peut vraiment accéder à toutes les transactions du quotidien, l'information, la communication. C'est au travers de ce dispositif que la culture de l'entreprise se partage. Et donc on entend régulièrement des gens nous dire que c'est la fin de l'intranet. Pas du tout, c'est même plutôt l'heure de boire de l'intranet, parce que c'est ce qui se crée le ciment et qui permet la fédération du collectif autour de ce dispositif. Alors évidemment, on constate une corrélation forte entre le niveau d'équipement des salariés et leur satisfaction au travail. Donc plus les collaborateurs sont équipés, plus ils sont satisfaits de leurs conditions de télétravail. Et puis on note aussi en termes de taille d'entreprise que dans les entreprises de 1000 à 5000 salariés, on a le plus souvent des répondants qui nous déclarent être mieux équipés en espace collaboratif et également on retrouve plus de réseaux sociaux dans les très grandes entreprises, c'est-à-dire les structures de plus de 5000 salariés. Donc il y a à la fois des considérations d'investissement évidemment qui rentrent en ligne de compte dans cet équipement, et puis aussi des considérations d'attitude dans la façon de travailler. Il parlait d'électronique tout à l'heure. C'est clair que ce sujet, il est permanent, il est prégnant et il nous suivra de manière inéluctable en permanence, parce que comme les technologies évoluent énormément, c'est toujours, si on ne se tient pas à jour, un sujet de rester connecté. Bon, il y a un petit jeu de mots, mais voilà. C'est un sujet de préoccupation permanente et les entreprises, de notre point de vue, ont un rôle à jouer pour s'assurer que les salariés sont sachants, savent utiliser les outils. Et comme souvent, on a tendance à utiliser des outils qu'on considère comme intuitifs, alors on se dit qu'il n'y a pas de nécessité de former les gens. Et je pense que c'est une erreur, parce que entre la petite portion qui est utilisée des fonctionnalités et le potentiel de l'outil, il y a souvent un gap considérable. Et puis, je vous partage un dernier graphique qui est lié à l'aménagement
enfin, tout ce que les entreprises ont investi pour faciliter ce travail. Donc, il y a à la fois, évidemment, la fourniture du matériel qui permet le nomadisme, que ce soit les PC portables, les tablettes, les smartphones, bien évidemment. Mise en place aussi d'une infrastructure de connexion à distance qui est proposée quand même de façon importante et qui a aussi un rôle très majeur dans tout ce qui touche à la cybersécurité. Vous savez que c'est une préoccupation dont on entend parler, je pense, absolument tous les jours en ce moment. C'est vrai qu'on est sous les feux de la rampe avec les Jeux Olympiques, mais je pense que ça va devenir une préoccupation de plus en plus importante pour les entreprises et un risque majeur. Donc, ces conditions dans lesquelles on se connecte à distance en toute sécurité, elles sont essentielles. Et puis, enfin, il y a ce troisième point qui est relatif au réaménagement des locaux, qui, vous voyez ici, nous est présenté dans pas tout à fait un tiers des cas. Alors, évidemment, c'est une dimension qui a son importance, mais qui nécessite quand même des investissements significatifs. Et c'est plutôt les entreprises de grande taille qui nous parlent de ces réaménagements des locaux, parce que là encore, ça nécessite soit que la surface où on peut travailler se soit réduite, soit qu'on ait pris conscience du fait que quand on est au bureau, il faut pouvoir faire des choses qu'on ne fait pas nécessairement quand on est chez soi et qui justifient cet investissement. Mais là encore, je ne doute pas que chez Calliope, on fait des choses en la matière. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces conditions techniques du travail hybride dans ton entreprise? Alors, déjà, l'ensemble des outils que tu as pu présenter là, c'est effectivement des choses qu'on utilise. Plusieurs choses. La première, déjà, c'est de s'assurer que les conditions de travail des collaborateurs chez eux sont correctes. Donc, il y a un kit qui est donné à chaque collaborateur. Les développeurs ont la possibilité d'avoir 2 écrans, mais au moins tout le monde a un écran. Il y a un casque de bonne qualité qui est donné. Et puis, il y a une contribution mensuelle aux dépenses de connexion. Voilà. En ce qui concerne les lieux de travail en présentiel, on les a revisités pour justement permettre d'accueillir ça, au sens où on est passé en flex office dans nos bureaux, sans nécessairement réduire fortement le nombre de places. Ce qu'on s'est rendu compte surtout, c'est que même si les gens reviennent sur site, ils font quand même beaucoup de télétravail, ce qui peut être encore plus gênant qu'avant pour l'open space. Donc, on a augmenté la capacité de lieux où on peut faire des appels téléphoniques, des visios, en essayant de perturber le moins possible les autres. Et on a même créé un espace zen de notre face à Montpellier, où les gens peuvent venir travailler et ne font pas de télétravail, de manière à permettre des lieux de concentration. Sachant que la concentration, je vais en parler tout à l'heure, est une des demandes premières de nos collaborateurs de faire du télétravail, au sens qu'ils sont moins dérangés, il y a plus de qui sont plus efficaces. Voilà. En termes d'outils, effectivement, tout ce que tu as cité tout à l'heure, il y a un outil qui s'appelle Semana et qui nous permet de dire où les collaborateurs se trouvent à un instant T, où ils vont être dans les prochains jours, de réserver une place de parking, un bureau pour travailler, une salle de réunion. Voilà. Ça permet d'organiser un petit peu mieux tout ça. Encore que tout le monde ne le remplit pas de manière très assidue, mais au moins l'outil est là. D'accord. Voilà. Et l'Observatoire du Liman, du travail, il dit quoi? Alors, sur les questions techniques, globalement, donc les témoignages ne relèvent plus, ça fait plus une préoccupation majeure pour les collaborateurs. En fait, les personnes que l'on a interrogées nous disent que bon, même si ça marche pas toujours très bien, en fait, ils acceptent les technologies telles qu'elles sont. Par contre, il y a une préoccupation autour de 2 choses. Une préoccupation autour de l'accélération du développement des technologies et notamment de l'arrivée d'IA générative là, qui est très perceptible, avec le sentiment que l'entreprise ne suit pas, c'est-à-dire que beaucoup de salariés prennent eux-mêmes leurs propres abonnements à
certains outils d'IA générative et l'entreprise ne suit pas, ou alors l'entreprise a mis en place des outils d'IA générative mais ne forme pas, donc les gens se forment par eux-mêmes. Donc là, il y a une sorte de décalage. Et l'autre point sur lequel, Florence, tu pourrais commenter, c'est en fait la place des micro-collectifs et l'augmentation de la productivité individuelle. Parce que ça, c'est toujours quelque chose qui est très, très perceptible avec l'usage des technologies. Oui, c'est vrai qu'on utilise les réseaux sociaux, on utilise les moyens mis à la disposition quelquefois par l'entreprise pour recréer ces petits groupes, ces petites tribus. Et donc, le premier travail que l'on fait quelquefois, alors, non, on peut donc chercher à retrouver les membres de cette petite tribu et donc à ne travailler qu'en présence de ces 2-3 collègues que l'on apprécie particulièrement quand on vient sur site, mais pour les voir eux en vérité. Et donc on s'isole finalement, on s'isole de l'ensemble du collectif entreprise. Et donc il y a moins de relations transversales entre les services. Support par exemple, et puis les fonctions opérationnelles sont beaucoup plus distantes. Et donc, c'est intéressant de voir ça et de l'associer aussi à un autre phénomène que nous avons observé, c'est la difficulté de se mettre en mouvement. On a moins envie de se déplacer. Voilà, on est bien assis derrière son bureau et donc on ne va pas vers l'autre, on ne va pas se déplacer pour aller rencontrer l'autre. Alors, il y a des petites astuces dans les entreprises, mais on met les cafétérias un petit peu plus loin, un petit peu de façon à ce que les gens s'y rendent et on évite que chaque service ait son propre coin café, par exemple. Et donc, ça fait marcher. Ça oblige à marcher, à monter un étage, à se déplacer. Sinon, bien, il y a cette difficulté, cette sédentarisation, finalement, des collaborateurs. Oui, alors l'autre élément que tu soulignais, qu'on voit très bien dans nos travaux, c'est aussi le fait que, c'est ce que tu expliquais, Xavier, c'est qu'il y a des collaborateurs qui veulent venir sur site, mais pour ne pas être dérangés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a gardé beaucoup en tête les indicateurs de productivité individuelle qu'on a eu pendant le Covid. Et donc, on considère que tout temps social, c'est-à-dire tout temps justement, bouger pour aller voir un collègue qui est au premier étage, c'est du temps perdu par rapport à la représentation qu'on s'est mis en tête du travail, de ce qu'était le travail et la productivité. Et ça, c'est très compliqué à déconstruire, parce que autant on peut être très productif individuellement pendant un moment, on ne peut pas l'être sur 3 à 4 ans. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller vers d'autres pour se nourrir, pour trouver d'autres idées. Mais maintenant, on ne sait plus faire. C'est-à-dire on ne sait plus se bouger pour aller vers les autres. C'est un effort. Et ça, vraiment, beaucoup témoignent de cette difficulté à faire cet effort-là, de se mettre en mouvement pour aller vers l'autre. C'est quand même dommage. C'est dommage. Alors, on est justement en train de tester un outil là-dessus. C'est vraiment au stade de test, mais c'est un outil qui permet en fait de constituer des petites équipes et de virtuellement de se déplacer dans un open space qui est virtuel et d'aller voir un collaborateur. Et au moment où on se rapproche de lui sur l'interface, la visio et le micro se mettent en place tout de suite. Ce qui permet de repermettre ce déplacement et cette mise en contact. Voilà, en tout cas, l'outil est très intéressant à tester. On verra dans la durée si ça délivre. Mais effectivement, ce point-là, de pouvoir se déplacer et voir quelqu'un est nécessaire. Et on ne le fait pas en Slack ni par email, c'est une certitude. Aviez-vous testé le métaverse? On n'a pas testé le métaverse, non. Mais disons que là, le modèle de mise en relation est assez similaire. Mais on n'a pas testé le métaverse encore. Enfin, quand je t'entends, Xavier, ça me questionne parce que il y a beaucoup d'études qui sont faites en neurosciences qui sont pas particulièrement médiatisées. D'ailleurs, ça m'interpelle d'ailleurs le fait qu'on n'ait pas plus facilement accès à ces informations et qui nous disent que quand on est physiquement les uns à côté des autres, on fabrique de l'ocytocine, c'est le plaisir d'être en contact avec l'autre et qu'on va certainement pas faire quand on est en train de regarder quelqu'un derrière un écran. Et donc, voilà, je me dis régulièrement qu'il faudrait creuser cette piste pour essayer de ramener dans le champ de l'entreprise des données rationnelles et qui leur permettraient de les prendre en ligne de compte. Et qui expliquerait que les relations se dégradent et qu'il y a des tensions qui sont beaucoup plus perceptibles aujourd'hui qu'au début du confinement. Oui, et je pense que ça explique aussi ce sentiment de finalement, ça n'a plus de sens de travailler en entreprise.
parce que l'entreprise n'est plus incarnée. Enfin, l'entreprise, c'est des collègues, ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas, ceux vers qui on doit aller et ceux vers qui on va naturellement. Donc là, si on ne se voit plus corporellement, c'est très très troublant. Enfin, On est tout à fait d'accord. Alors, on a plein de questions, je crois, Patricia. Oui, beaucoup de questions. Donc, une de Laurence Corrignan qui demande si nous avons des résultats sur l'appréciation globale des entreprises vis-à-vis du télétravail, si les impacts sont globalement positifs ou négatifs, et si l'avis des entreprises varie en fonction du statut de la personne, en fonction de ce qu'il est dirigeant, encadrant ou employé salarié. Alors, on n'a pas, enfin, dans notre étude telle qu'elle elle a été menée cette année, on n'a pas d'avis sur la pratique du télétravail en tant que tel. En revanche, on peut donner des retours en fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur d'appartenance, sur la façon dont nos répondants estiment que le télétravail est correctement adressé ou pas. Voilà ce qu'on peut dire, en tout cas pour ce qui est de l'Observatoire du travail hybride. Alors pour l'Observatoire du New Normal, on a mené une enquête pour savoir si aujourd'hui les salariés vivent bien dans ce mode du travail hybride et si l'entreprise vit bien dans ce mode du travail hybride. Ce qui ressort, c'est que les salariés vivent très bien, et ça leur va très bien de vivre comme ça. Par contre, l'entreprise, pas du tout. C'est-à-dire qu'en gros, ça désintègre véritablement, voilà ce qui est ressorti de l'enquête, hein, ça désintègre le collectif et donc l'entreprise en elle-même. Clairement, les taux de productivité individuelle sont très élevés, mais les taux de productivité collectifs ont tendance à stagner, voire à baisser. Parce qu'on ne peut pas continuer éternellement sans avoir un cadre clair comme celui que tu évoquais. C'est-à-dire il faut que cette pratique de travail ait été pensée réellement. Si elle ne l'a pas été, à un moment donné, on le paye. Nous avons deux questions sur la gestion à distance des équipes. Une de Claire Muller. Est-ce que nous avons des bonnes pratiques pour faire vivre les valeurs de l'entreprise en distanciel? Et une autre de Stella Andreu. Est-ce que les moments de rencontre informelles et conviviales sont en augmentation pour compenser le déficit de relations? Alors moi, personnellement, je peux répondre à la deuxième question très facilement. Artus, c'est une petite société de conseil d'une dizaine de salariés. On est en présentiel 2 jours par semaine. L'équipe est là systématiquement tous les lundis. Tout le monde est là pour se voir, échanger, partager. Après, il y a des gens qui adorent venir au bureau, qui viennent tous les jours. Il y a des gens qui sont beaucoup chez les clients. Mais c'est au moins le lundi et le jeudi. Et maintenant, moi, j'organise des événements de team building, des pots, des apéros, beaucoup plus qu'avant. Avant le Covid, c'est évident, ça intervient à minima, entre 4 et 5 fois par an. Ça peut être plus, mais en tout cas, ce qui est initié de manière c'est certainement en augmentation par rapport à avant le Covid. Et c'est pas Oui, mais même chose, je pense que nous, au-delà de ce que les équipes peuvent faire de manière individuelle, on a en tout cas 2 à 3 animations par mois, animations en présentiel, beaucoup de choses autour de la convivialité, c'est principalement l'accès à la galette des rois, c'est une raquette d'hiver, c'est la plancha, il y a la 15 jours, c'est des choses ou même des gens qui finissent leur journée de télétravail pour revenir au travail et participer à l'événement. Donc oui, on renforce ça absolument. On est convaincu de la nécessité du lien, de la rencontre. Alors, c'est juste qu'il faut le faire différemment. Tout à fait. Et tu peux nous rappeler la première question, Patricia? La première question, c'était est-ce que nous avons des bonnes pratiques pour faire vivre les valeurs de l'entreprise en distanciel? Ça, c'est pour toi, Xavier. En fait, je ne sais pas exactement comment on fait vivre les valeurs d'une manière générale. Je pense que les valeurs, elles sont incarnées par les managers. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit eux-mêmes les relais de ces valeurs. Je peux peut-être en prendre une en particulier, qui est chez nous la bienveillance. Et très souvent, la bienveillance peut être associée avec une forme je sais pas comment, mais peut-être de laisser aller ou de négligence. Et donc on fait actuellement un travail sur le management en tout cas le management par la bienveillance et de
donner un cadre de travail aux managers. Qu'est-ce que ça veut dire d'être bienveillant? Comment est-ce qu'à la fois on est respectueux, on accompagne, et à la fois on est exigeant et on contrôle. Comment est-ce que cette notion, cette valeur de bienveillance, on arrive à l'incarner et la mettre en pratique? Donc on est en train même d'écrire un manifesto de ce qu'est la bienveillance chez nous, en incluant à la fois l'exigence et le respect, le bien-être des collaborateurs. Donc en fait, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est un travail en continu. Cette année, c'est la bienveillance. Peut-être que l'année prochaine, on prendra une autre valeur. Nous avons beaucoup de questions. Pascal Moisy qui voudrait qu'on revienne rapidement sur la différence entre la productivité individuelle qui augmente vs la productivité collective qui n'augmente pas. Je crois que c'était Aurélie du Désert qui avait expliqué ça. Oui, mais je veux bien préciser, mais sous quel angle? En fait, il a dit qu'il n'avait pas bien compris la différence. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que les taux de productivité individuelle de chacun augmentent parce qu'en fait, on est effectivement, comme tu le disais, concentré voilà, sur les tâches qui ont été prédéfinies. On sait les faire et on les fait mieux et plus vite, ça c'est clair. Dans le temps de transport. Voilà, comme on limite le temps de transport, c'est vrai qu'on gagne du temps de travail. On gagne du temps de travail et souvent les gens d'ailleurs mettent leur temps de transport dans leur temps de travail désormais, hein, celui qui n'avait pas. Voilà. Après, globalement, dès qu'il s'agit d'aller sur des activités qui n'ont pas été planifiées, hein, le travail étant vraiment la planification des tâches, dès qu'il s'agit d'aller sur des activités qui ne sont pas planifiées, de faire vraiment du collectif, c'est-à-dire de pouvoir créer des nouvelles choses, de pouvoir, oui, ça c'est souvent des travails de création, de développement, hein, d'activités qui ne sont pas prévues à l'avance. Une coordination un petit peu plus fine des tâches pour qu'elles soient mieux enchaînées. Voilà. Et bien là, ça ne fonctionne pas du tout. Et on le voit très bien, par exemple, dans les situations de crise. Or, on est confronté très souvent à des crises en ce moment dans les entreprises. Et bien, dans ces situations de crise, on ne sait pas faire. On ne sait plus faire. Alors qu'avant, finalement, on arrivait à se débrouiller quand même. Mais là, il y a quelque chose qui bloque. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui prend le problème en charge. Mais finalement, ça prend un temps incroyable. Donc, les taux de productivité collectifs, effectivement, sur les faits, hein, on voit très bien que ça c'est en train de baisser. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et on ne sait pas très bien le mesurer. On sait mesurer la productivité individuelle, la productivité collective c'est plus difficile, mais là, c'est le cœur de l'activité de l'entreprise, c'est long terme. C'est ça. Après, sur ce sujet de la productivité, certes, c'est effectivement difficile à mesurer. De notre cas de figure à nous, le fait de pouvoir travailler dans ce mode-là nous permet aussi d'avoir accès à des compétences qui sont situées de manière éloignée des lieux physiques, et on a accès à des compétences pour lesquels on n'aurait pas accès autrement. Donc il y a aussi cet avantage-là de pouvoir s'enrichir ou d'aller chercher peut-être des gens encore plus performants. Mais je suis sûre qu'en situation de crise, tu t'appuies sur des gens qui sont à côté de toi. Oui, c'est très probable. C'est très probable. Deuxième question de Pascal Moisy qui demande si nous avons constaté des différences de nombre de jours de télétravail attribués par salarié dans une entreprise selon le statut du salarié, donc en fonction de son ancienneté, son type de contrat, son type de métier et comment est-ce que c'est géré. Alors, on n'a pas fait de travail spécifique sur les conditions d'octroi du télétravail. Des échanges globaux qu'on a pu avoir, on identifie que d'abord il y a des accords de télétravail, comme c'était évoqué en début d'échange, qui sont renégociés en ce moment et qui soit donnent l'autonomie au manager qui va pouvoir faire comme il le souhaite, soit qui sont des règles qui sont plus globales et qui s'appliquent pour limiter les problèmes de discrimination ou de comparaison. Et c'est vrai qu'il y a des situations difficiles où on peut voir des managers qui sont beaucoup plus qui ont naturellement facilité l'accès au télétravail, à l'inverse d'autres qui peuvent être beaucoup plus
plus strictes. Et donc, ça crée des situations de conflits internes qui sont évidemment un problème supplémentaire. Mais voilà, en termes d'analyse des données dans notre étude, je ne peux pas fournir plus d'éléments que ça. Je pense qu'il doit y avoir des études qui ont été faites sur le télétravail spécifiquement et qui peuvent peut-être en partie répondre à cette question. Ok. Joël Museau qui demande comment fait-on pour réaliser sur une journée unique des réunions d'équipe et des temps de team building et qui est aussi intéressé par le travail qui est effectué chez Calliope sur la bienveillance. Alors, comment est-ce qu'on fait dans la même journée un team building, une réunion d'équipe? En fait, c'est généralement ce qui se passe, c'est-à-dire que un manager va organiser le retour présentiel de son équipe en disant, voilà, ce matin, on va démarrer tel projet et on va commencer par un atelier sur comment est-ce qu'on va poser les cadres de production de ce projet. Donc, ils vont travailler ensemble. Il va s'en suivre ensuite un déjeuner dans un restaurant à proximité de l'entreprise. Voilà, des choses qui sont relativement simples. On optimise dans la même journée voilà, plusieurs moyens de se rencontrer et de se voir. On n'a pas bien entendu la deuxième partie de la question, la seconde partie de la question. Non, elle indiquait qu'elle était intéressée par le travail que vous effectuez sur la bienveillance, sur la valeur. Là aussi, je pourrais le partager quand il sera terminé. Mais voilà, ça revient à travailler sur ce que c'est que la notion de bienveillance, d'intégrer les managers à la réflexion, comment est-ce qu'ils le perçoivent, comment est-ce qu'ils ont envie de les décliner, et puis de rédiger un peu un manifesto, un guide de bonnes pratiques sur lequel les gens peuvent s'inspirer pour à la fois être des gens qui vont être bienveillants en donnant de l'autonomie et en responsabilisant les gens, et à la fois en étant là pour apporter du support, du contrôle, voire même du recadrage lorsque c'est nécessaire. Voilà, c'est de mêler un bon équilibre entre bienveillance et exigence dans un contexte où on est obligé de donner aux gens de l'autonomie et de leur faire confiance. Merci. On a une dernière question de Stella Andreu, mais justement, ça va faire la transition avec la partie d'après, puisque c'est quel impact sur la qualité et l'efficacité du management et du travail, relations de confiance, pilotage de l'activité par objectifs et résultats, nouvelles formes de reconnaissance du travail, d'écoute et d'accompagnement. Oui, alors justement, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Un des sujets importants de cette hybridation du travail, elle est portée par ces managers. Et ça fait partie des enseignements importants de cette étude, qui sont que le management fait le job, mais le fait pas suffisamment, et que donc il y a encore des adaptations nécessaires à mettre en place. Donc, en fait, la première question qu'on a posée, c'était comment vous évaluez l'adaptation du management en mode hybride dans l'entreprise. Et vous voyez, on a quand même 54% de nos répondants qui considèrent que l'adaptation est bonne, voire très bonne. Elle est d'autant mieux perçue que l'entreprise appartient au secteur des services, que l'entreprise pratique largement le télétravail et que l'entreprise n'est pas dans le secteur public. À l'inverse, dans le secteur public, il y a plus de gens qui ne sont pas satisfaits des conditions de l'exercice de ce management en mode hybride. Et donc pour nous, ça part vraiment de cette conscience du fait que les managers ont déjà initié des premières actions, mais qu'ils ont surtout transposé les façons de faire qu'ils avaient jusqu'à présent en présentiel en mode hybride. Et donc tout le travail dont Xavier nous parle, qui est de faire cet effort de penser le travail autrement, en tenant compte de cette réalité multidimensionnelle, elle est absolument impérative pour apporter du confort, parce que finalement, cette hybridation du travail, elle met chaque individu dans des situations complètement nouvelles, pas du tout pensées, et en fait, ça devient complètement fractal, parce que chaque individu vit dans un environnement différent. En tout cas, on imagine dès lors que tout le monde est à distance. Et donc, d'où la nécessité de la création de ces moments de cohésion.
Et je pense que ça va occuper beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est les DRH, les directions générales, d'autres, ou peut-être les DIRCOM, dans le relais de messages et de façon d'être. Bien sûr, je pense à la communication interne en particulier, mais en tout cas, pour nous, le job n'est pas fait de manière satisfaisante, puisqu'on a quand même 47% des gens qui considèrent que c'est pas satisfaisant. C'est quand même beaucoup. C'est un peu moins que la moitié, mais c'est quand même beaucoup. Et puis l'autre point que on trouvait intéressant de vous partager, c'était la question sur c'est quoi les compétences prioritaires pour un manager hybride, enfin un manager en mode hybride. Et donc c'est d'abord le fait de savoir déléguer et de rendre les personnes autonomes, c'est de savoir animer les équipes à distance, et seulement après et plus loin vient la maîtrise des outils digitaux. Alors que la maîtrise des outils digitaux, elle était en premier il y a 2 ans. Alors ça ne nous surprend pas beaucoup, puisque pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées depuis le début de cet échange, on voyait bien que si on n'est pas capable d'avoir une visio, l'interaction devient très problématique. Même si on a bien vu dans ces périodes qu'il y avait beaucoup d'ingéniosité, que les managers créaient des groupes WhatsApp quand ils n'étaient pas équipés, ou quand ils ne savaient pas faire autrement. Aujourd'hui, il y a quand même un niveau d'acculturation digitale qui a progressé, mais pour autant, on pense qu'il y a vraiment une nécessité voilà, de progresser encore. Donc cette maîtrise des outils digitaux, elle n'est pas prioritaire et elle nous donne vraiment une confirmation que c'est tout ce qu'on s'est dit depuis qu'on se parle là ce matin, que ce sujet lié à la culture, lié au relationnel, lié à l'interaction humaine, les considérer comme prioritaires, qu'il va nous falloir travailler pour inventer, créer des nouvelles façons de faire. Chez Calliope, il y a, je suis sûre, déjà des choses en route. Il y a pas mal de choses, mais qui sont issues peut-être aussi de ce qu'on propose nous à nos clients. C'est-à-dire que la transformation digitale des entreprises nécessite aussi une adaptation organisationnelle et culturelle. Donc, ce qu'on recommande, c'est qu'on essaie de s'appliquer à nous. Il y a souvent cet enjeu de vitesse. Et la vitesse, on ne va pas la chercher dans une entreprise qui sont verticales et où la prise de décision nécessite des différents échelons. Donc, on a essayé d'horizontaliser le plus possible l'entreprise de manière à ce que les gens aient aussi un bon niveau d'autonomie, qu'ils puissent prendre des décisions, qui permettent d'accélérer les choses et peut-être même de se dire parfois les décisions qui sont prises par les gens qui sont au plus proche du contexte sont peut-être parfois meilleurs parce que justement ils ont la totalité du contexte. Ça dépend des cas de figure. Donc, je pense que les exemples de management hybride, on en a déjà parlé sur le fait d'organiser le retour sur site. Ça, c'est quelque chose de fondamental. D'avoir des points de contact peut-être plus fréquents, mais plus courts. Un café le matin de 10-15 minutes. Voilà, ça c'est quelque chose d'important, que ce soit un café individuel ou un café d'équipe. La confiance, on en a parlé. L'autonomie, bien évidemment aussi, on en a parlé parce que les gens qui ne sont pas autonomes et qui seront distanciels dans la durée, ça fonctionne pas. Hein. Donc il y a eu des cas de figure où on a demandé aux gens de revenir, mais c'est quand même assez rare. Il faut être vigilant sur l'efficacité du temps de travail, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut mesurer. Donc, nous, on est une entreprise du service où les gens remplissent des feuilles de temps et on délivre des choses pour le client. Donc, si ça délivre ou pas, on va s'en rendre compte. Hein. On a quand même donc, dans notre cas de figure, c'est un petit peu plus simple. Et puis, bon, j'ai parlé pas mal de choses, mais donc il y a le budget pour animer les équipes. Et puis, il y a peut-être des points de contact peut-être plus fréquents et plus horizontaux. Donc, parlez-moi du fait que je faisais des cafés visio avec les nouveaux arrivants. Je fais aussi avec notre DRH des déjeuners d'équipe, c'est-à-dire qu'on va déjeuner avec toutes les équipes de l'entreprise, ce qui permet que sur une année complète, on va pratiquement déjeuner avec tout le monde sur des petits groupes de 10-12 personnes. Alors, on peut se le permettre parce qu'on est 140 et une entreprise de service, donc ça permet des choses. Tout le monde ne peut pas faire ça. Et puis, voilà, on a parlé des événements qu'on organise. Ils sont nombreux. Je pense à les plans des soirées LAN, on organise des soirées LAN, c'est des soirées de jeux vidéo. Donc on a
donc bien sûr, ça s'appelait. Le vendredi soir, voilà, des gens qui reviennent, l'entreprise paye des pizzas, ils font des jeux vidéo ensemble. Dans la même salle, on organise, on met des écrans. Voilà, on essaye au maximum d'organiser ce genre de choses. Je vais donner un peu ça. Et donc, dans le cadre de l'étude longitudinale, est-ce que vous avez capté des choses significatives en matière de management? Oui, alors, il y a déjà des choses très intéressantes qui viennent d'être dites. Moi, j'ai bien aimé cette idée de revoir plutôt le système organisationnel, c'est-à-dire de ne pas se focaliser sur l'individu manager. Et puis, on voit que chez Calliope, la ligne hiérarchique est assez courte. Donc, finalement, ça doit être relativement consensuel. Moi, je pense que quand on parle d'adaptation du manager, il faut se demander ce que l'on veut dire et de quel point de vue on se place. Parce que qu'est-ce qu'un manager adapté? Est-ce qu'il est. Donc, est-ce que c'est la même chose? Par exemple, un collaborateur estime que son manager est adapté. Est-ce que c'est la même chose dans la tête du top management, de la direction générale? Qu'est-ce qu'un manager adapté pour le directeur général? Et le manager lui-même, manager de proximité, il peut se poser cette question. Est-ce que le management, est-ce que ce qu'on me demande, c'est d'adapter à ce que finalement je perçois moi comme étant bon management? Parce que chaque manager va effectivement s'approprier cette fonction managériale et avoir sa propre valeur et puis sa propre façon de faire, sa propre expérience. Et donc il y a beaucoup de points de vue. Et donc, quand on parle de s'adapter, mais on peut avoir quelquefois une certaine incohérence. Alors, ce n'est pas le cas, évidemment, quand la ligne hiérarchique est courte, il y a moins de risques, mais ce qui peut l'être dans les grandes structures. Alors, moi, je crois que c'est la première question à se poser pour surtout éviter de stigmatiser le manager de proximité qui a des difficultés. Il a quelquefois, par exemple, du mal à être crédible. Quand il dit, allez, revenez tous, c'est le dîner, je vous emmène au restaurant, etc. Sur quoi peut-il se baser pour les convaincre qu'il y a derrière un enjeu de productivité collective? Alors qu'on ne sait pas mesurer la productivité collective, il y a cette tension entre productivité individuelle et productivité collective dont on a parlé. Donc, comment fait-il pour être crédible? Il faut qu'il ait du courage. Voilà, c'est ça aussi qu'on attend de lui. Et puis, on s'aperçoit aussi que les top management reprend un petit peu la main et que certaines directions générales se crispent. Et donc, finalement, impose plus de reporting, impose plus de règles. Par exemple, on s'est aperçu, c'est un témoignage que nous avons eu lors d'une réunion de l'Observatoire, que les salariés ne prenaient pas forcément leur congé, ils préféraient créditer leur compte d'épargne de temps. Voilà. Et donc, les directions générales, évidemment, c'est pas intéressant budgétairement. Pas du tout. Donc, voilà. Donc, dans ce cas, il y a une consigne qui est passée au manager de proximité. On va lui dire, il faut que tu imposes à tes collaborateurs de prendre leur congé. Donc, on revient sur un mode de management un peu directif, par exemple. Et donc, les vacances, etc., tout ça, ça ne plaît pas forcément. Et donc, les directions générales se crispent. Et donc, il faut reporter cette pression sur les managers de proximité. Alors, ce que les témoignages qu'on a montrent beaucoup ce décalage entre le vécu du manager de proximité, les attentes des collaborateurs et les postures des directions générales. C'est-à-dire que globalement, les managers de proximité s'adaptent, et ils s'adaptent même beaucoup, ils portent beaucoup, ils s'adaptent tout le temps, et depuis longtemps, mais alors surtout depuis la crise Covid, et ils ont vraiment le sentiment d'être peu reconnus dans cette tâche-là. Par contre, le système managérial, c'est-à-dire en fait, c'est la structure, en fait, qui est la façon de manager qui est définie par l'organisation et souvent par les directions générales, n'évolue pas assez vite. Et donc, on a un manager de proximité qui fait ce qu'il peut et qui est pris entre des collaborateurs qui avancent très vite, qui s'adaptent très vite, qui demandent aussi beaucoup, clairement, aujourd'hui, et puis une direction générale qui a du mal à entendre que les choses ont changé. Donc là, nous, ce qu'on constate quand même, c'est une vraie nécessité de changement et d'évolution sur le système managérial en lui-même, comme tu as pu le mettre en œuvre chez toi, mais c'est vrai que c'est plus facile, entre guillemets, dans une entreprise de 140 personnes que dans un grand groupe de 90 000 personnes. Sauf que c'est nécessaire.
C'est-à-dire que sinon, là, les managers de proximité, il n'y en aura plus. Plus personne ne voudra tenir ce rôle. Or, on en a absolument besoin aujourd'hui. Oui, alors c'est certain, et alors ça n'est pas, j'allais dire, l'émergence de l'IA générative qui va simplifier les choses. Ah non. Donc c'est évidemment le dernier point qu'on voulait partager avec vous qui nous est apparu comme une évidence, c'est que en fait l'émergence, c'est plus que l'émergence, c'est le déploiement de l'IA générative. Et pour nous, une nouvelle dimension de l'hybridation du travail. Donc c'est toujours plus de tech. C'est toujours plus d'outils avec lesquels il faut apprendre à composer, à travailler. Et donc, on a sorti quatre graphiques de l'étude qui nous semblaient intéressants, avec différents stades de déploiement ce qu'on appelle la GenIA, en fonction de ses utilisations. Donc, la première utilisation qui apparaît, c'est celle du moteur de recherche étendu ou augmenté. Et en fait, c'est un usage qui est en place depuis déjà quelques années, mais comme maintenant l'IA générative, j'allais dire connue de tous, les gens ont plus conscience du fait que cette fonctionnalité est disponible dans un certain nombre de moteurs de recherche. Donc, vous voyez, c'est la première raison d'utiliser cet outil d'IA générative, suivi juste derrière par la traduction. Et puis on a après l'assistant bureautique, genre copilote par exemple, et seulement viennent ensuite la production textuelle avec des solutions comme ChatGPT ou les outils qui vous permettent la production d'images ou de vidéos. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que on se rend compte. Je pense qu'il y a une petite animation, Patricia, sur ce slide, à moins que voilà. Et donc, on se rend compte qu'on a à peu près 33% dans l'usage le plus avancé, si on intègre les solutions qui sont effectivement déployées ou en cours de déploiement. Donc, à peu près un tiers des entreprises qui ont recours à des moteurs de recherche avancés. On trouve des statistiques comparables pour ce qui est de la traduction. Suivi ensuite donc de cet assistant bureautique. Et vous allez voir que en fait les déclarations en termes d'usage d'outils sont pas du tout les mêmes. On va passer au slide suivant. Et là, vous vous rendez compte que on a quand même 30% des personnes qui nous disent n'avoir aucune utilisation d'outils d'IA générative, alors qu'ils sont 70% à nous déclarer en avoir. Et que si on repense au slide précédent, on a 33% dans le meilleur des cas d'entreprises qui nous indiquent avoir déployé les outils. Donc entre le déploiement de l'entreprise et ce à quoi les utilisateurs ont recours, on voit le shadow IT qui est déployé de manière très importante. Ça a déjà été évoqué un peu plus tôt dans nos discussions, et ça pose une vraie problématique de comment les gens et les salariés ayant recours à ces compétences en dehors de l'entreprise peuvent déporter des contenus de l'entreprise dans ces outils. Je pense notamment à ChatGPT. Enfin, on a tous en tête des faits divers, je ne sais pas si c'est des faits divers vraiment, mais c'est arrivé chez Microsoft, qui avait mis du code dans ChatGPT et qui donc s'est rendu compte qu'ensuite ces datas, elles étaient parties dans je ne sais pas quoi, comment il faut l'appeler, mais dans le large learning, le LLM, voilà. Même chose chez Samsung, où il y a eu des tests qui ont été faits pour produire des éléments marketing pour la promotion d'un nouvel outil. Ça s'est fait de la même façon. Donc, on imagine bien que dans des entreprises qui sont plutôt digitales, sachant si l'événement a eu lieu, pour le commun des mortels, c'est fait avec récurrence. Et donc, c'est une vraie préoccupation par rapport à la sécurité des données et c'est lié aussi à ce problème d'acculturation à ces outils qui n'ont pas été mis en place. Et finalement, le déploiement de la solution, elle a été plus vite que ce que les entreprises ont pu faire pour acculturer leurs équipes à ces préoccupations de sécurité.
Et donc, ça nous amène au slide suivant, où on voit malgré tout que 50% des entreprises nous indiquent avoir déployé des outils ou des actions de sensibilisation des collaborateurs à l'IA générative. Il reste quand même que la moitié des entreprises n'en ont pas déployé. Et en même temps, quand on réfléchit, ChatGPT, c'est très récent, puisque c'est publiquement, enfin officiellement en novembre 2022. Donc au moment où on fait ce terrain, on est tout juste un an après. Et les entreprises qui ont été les plus rapides à déployer des solutions en interne, je pense par exemple à Veolia qui a déployé son outil d'IA générative interne, et qui a dû le sortir en avril ou en mai l'année dernière. On voit, mais c'est une très grande entreprise qui a les moyens et les ressources de réfléchir et de s'approprier. Et encore pour un usage restreint, puisque les gens ne peuvent faire que de la synthèse, ne peuvent faire que de la recherche dans les contenus qui sont mis à disposition. Donc, on voit la prise de conscience du fait qu'il y a urgence à acculturer les salariés aux enjeux autour de l'IA générative, et en même temps, voilà, pour les plus grosses entreprises, des initiatives qui sont prises pour proposer ces services de manière encadrée. Et c'est évidemment les plus grosses structures qui ont le plus souvent mis à disposition ces outils. C'est aussi dans le secteur public qu'on a le moins souvent noté le déploiement de ces outils d'IA génératifs pour l'instant. Et puis, un dernier petit slide, parce que ce qui nous intéressait, c'était de comprendre, mais qui sont les sponsors pour le déploiement du travail hybride, de la transformation managériale, de l'IA générative. Donc, vous voyez sur les deux premières propositions, travail hybride et transformation managériale, on voit qu'il y a des acteurs qui sont bien identifiés, qui sont d'abord les directions générales, suivies juste derrière des directions des ressources humaines. Alors que pour ce qui est de l'IA générative, on est frappé de voir qu'il y a une espèce d'équilibre quasiment entre les directions générales, les DSI, les directions de la transformation digitale et les directions de l'innovation. Et donc, on voit bien que le corps social, face au déploiement de ce nouvel outil, il est un peu comme interpellé, et il se cherche pour trouver une responsabilité et un pilotage lié au déploiement de cette solution quand elle est effectivement déjà déployée. On notera au passage, c'est 6% de direction de la communication qui sont sponsors, soit de chantiers liés au travail hybride, à la transformation managériale ou à l'IA générative. Voilà. Donc, c'est pour nous, ces indications, elles nous montrent comment l'organisation est un peu dans une dynamique balbutiante par rapport à ce déploiement, et comment, avec ces déploiements externes, c'est comme si l'entreprise, quelque part, elle était hackée. Enfin, voilà, on l'a écrit quelque part, OpenAI a hacké l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle a dit à l'individu lambda, vous pouvez faire de l'IA générative, et du coup, la porosité des frontières dont on a eu de cesse de parler, là, elle se manifeste à plein, et c'est un vrai sujet de préoccupation. Alors, je suis sûre que voilà, malgré tout, quoi qu'il advienne, on a quand même des répondants qui nous disent de manière majoritaire qu'ils voient, ils anticipent à 2 ans une place quotidienne dans le recours à l'IA générative de manière quasi majoritaire. En tout cas, vous voyez, on a 38% des répondants qui nous disent, ben voilà, s'il y aura un usage quotidien de l'IA générative, voilà, pour de nombreuses tâches ou pour certaines tâches, pendant que un quart d'entre eux nous disent on aura une place récurrente pour des tâches spécifiques, et finalement ils sont que 7% à dire qu'ils n'anticipent pas d'usage. Donc ça nous donne alors, et ceux-là, ils sont très majoritairement dans le secteur public. Donc voilà, je vois Xavier qui fronce les sourcils. Je suis surpris. Chez Calliope, comment ça se passe, ce sujet de l'IA générative? Alors,
déjà, et pardon pour l'autopromotion, mais en fait, l'IA générative, on le met en place déjà pour nos clients, donc et notamment en prenant en compte le sujet de la sécurité des données, puisqu'on travaille pour les services de l'État, et donc on a été amené à faire du move to cloud de certaines agences de l'État, avec pour enjeu de les faire usage du cloud qui soit souverain. Donc on a une offre de move to cloud souverain et d'offres d'IA générative souveraine, où on va utiliser des services que ce soit Mistral ou Scaleway, pour lequel la notion de souveraineté et de sécurité des données est prise en compte. De notre côté, en fait, on déploie l'IA générative sur l'ensemble de l'entreprise. En fait, on a décortiqué notre chaîne de valeur, et puis à chacune des étapes, d'essayer de voir quels sont les avantages qu'on peut en retirer, avec des gains de productivité qui sont à la fois évidents, mais qui restent quand même encore pour l'instant assez marginal en termes de pourcentage. Et c'est certain que les équipes de développeurs ont tous de manière native dans leur interface de développement des outils d'AI comme Copilot qui permettent d'accélérer et d'accélérer la commodité. Voilà. Chose pour tout ce qui est de la synthèse de l'Orient, en tout cas tout ce que tu as pu présenter tout à l'heure, on est à peu près dans cet usage-là. Donc voilà, toute l'entreprise a la possibilité de l'utiliser, on a un gain de productivité dont nos clients bénéficient la plupart du temps parce qu'on va un petit peu plus vite qu'avant. Voilà, après ça va tellement vite que peut-être que dans 6 mois j'aurai un discours un peu différent. Mais voilà, il y a une appropriation qui est faite. Alors sur l'observatoire, moi je pense qu'il y a 3 points qu'on peut souligner. Ce qui ressort des résultats, c'est que d'une part, les salariés voient dans l'IA générative une solution à leurs problèmes de productivité, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont poussés d'une manière ou d'une autre à augmenter leur productivité. Donc, utiliser les IA génératives est une manière pour eux de résoudre ce problème. Ça, c'est très net. Et encore une fois, c'est parce qu'on est resté sur une représentation des taux de productivité de la période Covid qui avait été très élevée. Donc là, on est sur cette dimension-là. C'est aussi un moyen toujours de contourner des problèmes liés au collectif. C'est-à-dire quand un collègue ne répond pas parce que il n'est pas là, parce qu'il n'est pas connecté, parce que voilà. On va passer par un autre sachant qui est, en l'occurrence, souvent ChatGPT ou Gemini. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un point dont il faut avoir conscience. C'est-à-dire que si les salariés s'emparent de ces technologies, c'est parce qu'ils en ont un besoin. Et ça, c'est vrai que ça fait peur aux DSI notamment, parce qu'il y a d'énormes problèmes de cybersécurité. Mais il faut comprendre d'où vient le besoin. C'est-à-dire que les gens ne l'utilisent pas pour se faire plaisir. Donc ça conduit à des demandes extrêmement personnalisées, de plus en plus de la part des collaborateurs auprès des DSI ou des directions qui s'occupent du digital workplace. Donc on a des demandes de solutions de plus en plus personnalisées, ce qui est très difficile à mettre en place. Donc ça c'est ce que les membres de notre enquête ont témoigné. Autre élément, c'est que les salariés ont aussi très peur de l'usage de ces technologies, notamment de l'impact que ça va avoir sur le travail et sur leur travail. Et là non plus, ce problème n'est pas pris en charge par l'entreprise. On a vraiment l'impression qu'il y a sur l'ensemble de ces sujets une grande déconnexion des directions générales par rapport aux enjeux aujourd'hui sur la pratique du travail. Et là, dans le cadre de l'IA générative, on a l'impression que l'entreprise n'est pas capable de suivre et d'entamer une vraie réflexion sur l'impact que ça a, en dehors de la gestion des coûts potentiels et la suppression de postes potentiels. Parce que ça, par contre, les directions générales s'y intéressent. C'est comme ça. Bon. Et l'autre chose qu'on voulait vous partager avec Laurent, c'est que de notre côté, nous, on forme des étudiants. Et nous, les étudiants, on les forme à l'IA générative, on les forme à l'usage de l'IA générative. Et là, la question qui se pose de plus en plus, c'est comment les entreprises vont être capables d'intégrer dans leurs organisations des individus qui ont appris à s'en servir de façon intelligente. Et là, ça va poser un sacré problème. Parce qu'on va avoir des gens qui considèrent que c'est un outil de travail au quotidien. Et si dans leur organisation, l'organisation n'est pas capable de répondre, on ne sait pas très bien où ces gens-là vont aller. Voilà, donc ça, je vous pose la question parce que nous, on les forme. Parce qu'en fait, il y a un discours très ambivalent. Les entreprises nous demandent de former
nos étudiants à l'usage de l'IA, et en même temps, on voit qu'en tant qu'organisation, elles ne sont pas capables de prendre en charge ces personnes formées. Comment va-t-on faire? Bon, il faut sans doute leur laisser un peu de temps, ces entreprises. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une certaine défiance de la direction générale, parce qu'ils ont conscience du fait qu'il y a un impact magistral dans le déploiement de ces technologies. Et du coup, ils sont un peu dans une position attentive. Et peut-être, en tout cas, je leur donne le crédit d'être en train de travailler à une réflexion, à la réflexion de l'impact de ces technologies dans le fonctionnement de l'entreprise. Mais c'est un côté sidérant, c'est-à-dire qu'il faut repenser l'organisation en tenant compte du potentiel de ces outils. C'est un exercice considérable. Oui, oui. Ben, moi, je mesure aussi l'ampleur du travail. Après, c'est vrai que je suis un peu plus critique que toi parce que je vois depuis des années le problème du télétravail et les organisations ne s'en emparent pas vraiment. C'est-à-dire qu'elles mettent en place des cadres, mais finalement, tout ce dont on a parlé depuis le début de cette présentation, c'est-à-dire vraiment la structure managériale, la façon de manager, beaucoup d'entreprises ont considéré qu'on faisait comme avant, en fait. Et c'est pour ça que je m'interroge sur la capacité de réactivité des entreprises françaises sur l'IA générative. Alors, on arrive au terme de notre webinaire. Patricia, je pense qu'on doit avoir quelques questions. Si on a encore des auditeurs. Oui, alors j'ai des questions sur la partie management. Donc, on revient un peu en arrière. Il demande si on a sondé l'évolution des méthodes de feedback des managers aux collaborateurs. Par exemple, la bonne pratique de ne pas faire de feedback négatif à distance par téléphone ou visio, mais plutôt lors d'un entretien individuel en présentiel lorsque c'est possible. Alors, on n'est pas rentré dans ce détail de questionnement. On ne peut pas apporter de réponse à ça. Ok, une autre question qui demande si on a constaté une baisse de conflits entre collègues suite à la mise en place, je crois, chez Calliope de tout ce qui a été fait. Alors, on n'a pas d'indicateur de conflit. Si, le baromètre du Alors, on a effectivement le moral index, mais je ne peux pas vous dire qu'il y en ait plus ou moins. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'était tout pour les questions. Très bien. Alors, un grand merci pour la qualité de vos écoutes, de vos questions. On était ravis avec Aurélie, Florence et Xavier de pouvoir échanger autour de cette thématique. Donc, vous l'avez dit, le support vous sera partagé. Vous pouvez accéder à l'ensemble des études, donc les deux observatoires, de manière détaillée. Et si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les partager. Et Sarah ou Barbara se font un plaisir de nous les remonter. Vous pouvez aussi nous contacter directement. Et comme vous aviez eu la gentillesse de dire qu'il était prêt à partager certains de ces éléments, on vous les retransmettra avec grand plaisir. Merci à tous et bon après-midi. Merci. Merci, au revoir.